Bonjour tout le monde. Bon appétit. Puis, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, on va avoir Cédric André, donc chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement dans l'envirosciences, jeune chercheur, qui va nous présenter, en fait, son profil, sa programmation, puis le but de ces rencontres-là, c'est aussi de favoriser les échanges et les discussions. Je ne vais pas trop en dire sur la spécialité, en fait, de Cédric. Je vais le laisser prendre cette place-là. Il est ingénieur. Donc, à part ça, je pense que tu vas nous donner le détail au complet. Donc, je ne sais pas combien de temps tu avais prévu sur ta présentation. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Puis, OK. Puis donc, on aura un petit ça te convient. Est-ce que tu veux des échanges pendant, après, peut-être? Peut-être après, parce que la dernière fois que j'ai présenté j'ai regardé. J'ai fait la moitié de ma présentation parce qu'on n'en avait pas discuté. On va y aller pour après. Donc, je te laisse en attendant. On va juste aller faire notre petit assiette et rentrer discrètement. Là. Mais merci d'avoir accepté de te présenter. Puis merci de la belle présence. C'est toujours le fun de voir tout le monde ici. Merci, Frédéric. Bonne présentation. Merci. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Comme il en dit, en fait, moi, je suis ingénieur. Je suis professeur adjoint au département de génie mécanique. Je suis évidemment chercheur ici au CDRB. Puis aussi, je suis membre de Créatech, qui est comme un regroupement de chercheurs ou de OIT où on focus sur l'innovation technologique. Donc, rapidement, en fait, sur mon parcours académique, moi, j'ai fait bac maîtrise ici. Comme on peut voir, là, je me suis plutôt spécialisé initialement dans les machines tournantes, les moteurs. Puis par la suite, j'ai vraiment fait un switch du côté biomédical en doctorat, où j'ai fait mon doc en fait à l'University of Waterloo. Donc là, j'ai vraiment développé plutôt des appareils biomédicaux. Par la suite, j'ai fait un postdoc à l'University of Pittsburgh en bioengineering, où là, j'ai vraiment approfondi un peu plus mes connaissances sur la physiologie du système cardiovasculaire. Puis depuis septembre 2023, je suis professeur en génie mécanique, puis membre du CDRB depuis 2024, depuis le début de l'année. Donc, maintenant, en fait, maintenant, on va passer plus du côté recherche. Là. Donc, mes expertises en recherche, en fait, là, ce que je focus, moi, c'est vraiment le développement d'appareils de mesure et d'intervention pour le système cardiovasculaire. Puis, en fait, pour faire ces appareils-là, j'utilise trois domaines d'expertise. La mécatronique. La mécatronique, c'est vraiment l'interface entre le monde physique, la mécanique, puis l'électronique. J'utilise d'intelligence artificielle, donc utiliser des données pour bâtir des modèles. Puis finalement, j'utilise la physiologie du système cardiovasculaire pour vraiment être capable de développer des appareils qui viennent faire une action sur le système cardiovasculaire. De façon générale, je me considère un peu comme de travailler sur des approches de télésanté. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir développer des appareils qui permettent de passer de milieu clinique à un diagnostic et des traitements à domicile. Ça, c'est une image, en fait, qui va représenter là, un peu mon programme de recherche là, dans son ensemble, où, en fait, là, ici, l'idée, c'est de venir réduire là, les chutes de pression orthostatique chez les personnes âgées via des technologies portables. Donc, pour commencer, ici, on a une technologie, en fait, qui est un actionneur là, qui vient finalement squeezer les mollets pour venir augmenter la circulation sanguine dans l'humain. En mots simples, en fait, c'est vraiment un pas de compression active. C'est relativement simple. Le challenge, c'est de le faire portable. D'un autre côté, en fait, on a la technologie qui permet en fait de mesurer la pression artérielle en continu à partir de capteurs portables. Puis, donc, quand on vient combiner toute cette technologie-là, on peut voir qu'on peut avoir une boucle de rétroaction, en fait, sur la pression artérielle. On vient vraiment agir. Lorsqu'on mesure une chute de pression artérielle, on y est. Donc, c'est un peu ça. La première partie de ma présentation va vraiment focuser sur la partie qu'on appelle Cuffless Blood Pressure Measurement, qui est un fil de recherche en soi, en fait, où l'idée est vraiment de partir de capteurs portables pour avoir des mesures de pression artérielle. Donc, ceci, mon introduction, là, je pense que ça mérite quand même un petit plan de présentation pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme la première partie, c'est vraiment focusé sur la mesure de pression artérielle. On va parler d'une présentation que j'avais faite, Our Cuffless Blood Pressure Measurement Devices, Ready for Prime Time. Donc, c'est vraiment, en fait, il y a des devices qui sont là sur le marché. Est-ce que les cliniciens peuvent les utiliser en ce moment? Par la suite, on va parler de trois différents projets sur lesquels j'ai travaillé, puis où c'est qu'on s'en va à partir de là.
La deuxième partie focus sur la compression intermittente ou en fait comment on peut utiliser ces devices-là pour mitiger les chutes de pression artérielle. Donc, comme j'ai dit, en fait, j'avais été invité au début de l'année, en fait, à Hypertension Canada pour présenter Our Toughest Blood Pressure Devices Ready for Prime Time. Donc, c'est vraiment l'idée que ces devices-là existent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on traite? Comment on fait des diagnostics? Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers là, avec le problème d'hypertension, en fait, c'est vraiment fatigant parce que je vois vraiment pas. Hein. Mais ça pour dire, en gros, l'hypertension, tout le monde a besoin de mesurer sa pression artérielle. Donc, depuis 2017, en fait, là, aux États-Unis, on a redéfini l'hypertension comme étant 130 sur 80 mm de mercure. Ce qui fait que maintenant, pratiquement la moitié de la population des États-Unis a un problème d'hypertension. Ce chiffre-là est assez justifié. En fait, ici, on peut voir une figure d'un article de Nature Medicine qui dit qu'en fait, d'avoir une pression systolique de 130 mm de mercure augmente les risques d'avoir une maladie cardiaque de 80%. C'est vraiment pas négligeable. Puis le plus grand problème, finalement, de l'hypertension, c'est que c'est méconnu. Donc, la sensibilisation et le contrôle de l'hypertension est ultra bas dans le monde. Donc, on a seulement 20% des gens qui souffrent d'hypertension qui ont la situation sous contrôle. Donc, c'est un grand risque, puis c'est mal contrôlé. La grosse hypothèse en arrière de ça, pourquoi c'est mal contrôlé, c'est qu'en fait, toutes les façons de mesurer la pression artérielle requièrent le brassard. Donc, on peut voir là, les méthodes cliniques assez classiques, là, donc l'auscultation, on dit écouter. Sinon, maintenant, le plus commun, le spirométrie ou le brassard automatisé, qui est rendu assez répandu partout. Puis, on a même des méthodes en recherche qui sont utilisées, mais on a tout le temps besoin d'un brassard en arrière de ça. Donc, partant de ce phénomène-là, de ce constat-là, en fait, la mesure de pression artérielle sans brassard est vraiment devenue un field de recherche. Donc, on peut voir là, ici depuis l'apparition de l'Apple Watch. Je ne sais pas si c'est relié, mais depuis l'apparition de l'Apple Watch, on a une augmentation sans cesse des publications sur le Toughest Blood Pressure Management. Donc, ce n'est pas un hasard, en fait, ça ressemble un peu tout à des smartwatches. Mais maintenant, là, on a des appareils sur le marché qui sont homologués, donc FDA approved, on a CE Mark, qui est même approuvé en Corée. Donc, on a des devices qui sont là, qui existent. Donc, on a des organismes qui les approuvent, mais d'un autre côté, on a la European Society of Hypertension qui dit aux cliniciens, on n'utilise pas ces devices-là, il y a des problèmes de validation. Donc, on ne peut pas utiliser ces appareils-là pour des applications cliniques. Donc, on les utilise pourquoi? Je ne sais pas exactement. Donc, le début de ma présentation, finalement, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, ces appareils-là, puis pourquoi la European Society of Hypertension a fait ce consensus-là. Donc, en fait, il y a 6 méthodes là, globales, là, si on veut, pour la Toughest Blood Pressure Measurement. La grande catégorie, ça va être ce qu'on appelle Pulse Transit Time et Pulse Wave Analysis. On peut les regrouper ensemble parce que c'est des trucs qui se ressemblent beaucoup, mais aussi ça représente plus de 90% des études. Donc, en vrai, ça représente en fait 100% des devices qui sont FDA approved. Donc, on va en parler beaucoup aujourd'hui. On ne parlera pas de tout ce qui est vidéopatient, en fait, parce que c'est vraiment le même principe que Pulse Wave Analysis, mais appliqué à un vidéo. On va parler de la Oscillometric Finger Pressing Method, qui est une méthode auquel j'ai travaillé pendant mon postdoctorat, qui utilise un smartphone pour mesurer la pression artérielle. On ne parlera pas des méthodes d'ultrasons, parce que c'est ce que je considère quelque chose qui est assez inconvenient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un appareil d'ultrason, mais ça n'a pas l'avantage que les devices cuffless vous le rappellent. Puis de l'autre côté, on a le volume control. Ça, en fait, c'est vraiment inconfortable. On a besoin d'appliquer une pression égale à la pression moyenne de la pression artérielle en continu. Donc, en gros, tu mets ça à 20 minutes, ton doigt est bleu. Puis, c'est pas un appareil qui peut vraiment être utilisé. Donc, comme j'ai dit, Pulse Wave Analysis, Pulse Transit Time, c'est vraiment ce qui est utilisé partout. Puis comment ça fonctionne? En fait, l'idée, c'est d'aller mesurer l'onde de pouls, donc la waveform, à partir soit de photoplasmographie, donc PPG, qui est le capteur qui est utilisé en arrière des smartwatches, ou même c'est le même capteur qui est utilisé lorsqu'on vient mesurer la saturation d'oxygène à l'hôpital. Ça, c'est les mêmes capteurs. Ou on va avoir des mesures qu'on appelle tonométriques. Donc ça, c'est un capteur de force, mais ça fait le même principe. On a au-dessus d'un artère, on vient mesurer l'onde de pouls. La particularité, si vous pouvez voir, c'est que l'onde de pouls
est en volt et pas en millimètres de mercure. Le challenge encore plus, c'est comment on convertit tout ça en millimètres de mercure. Donc, pour le pulse wave analysis, ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire des features qui sont importants pour prédire la pression artérielle de cette waveform-là. Puis, comme j'ai dit, ben, on a aussi le pulse rate qui requiert un ECG. Puis, donc, le pulse rate time, c'est le délai entre le pic de l'ECG, puis donc le pic. Donc, ça, c'est des features importants qu'on envoie dans un machine learning model ou du deep learning, en fait. Puis, l'idée, c'est d'utiliser ces features-là pour estimer la pression systolique et diastolique, SP puis DP. Donc, il faut comprendre que ces modèles-là, en fait, là, de machine learning, on a besoin de beaucoup de données. Donc, on a besoin de mesurer dans une population plein de monde, mesurer leur pression artérielle, puis mesurer toutes les features importantes et en dériver la pression artérielle. Par contre, comme on peut voir ici, les méthodes ne fonctionnent tellement pas en elles-mêmes. En fait, on a besoin de calibrer avec un brassard périodiquement. Donc, on n'est pas réellement coffee. Puis, c'est pas très sûr vraiment qu'on a besoin de calibration, en fait, parce que le pulse wave analysis n'est pas vraiment supporté par aucune physiologie en arrière. Donc, ici, là, on a un modèle simplifié de la relation viscoélastique entre le PPG puis la pression artérielle. Il faut comprendre qu'un PPG, ce que ça mesure, c'est le volume de sang dans l'artère. Quelque chose de proportionnel à ça. Donc, vraiment, le diamètre de l'artère. Donc, la relation entre le diamètre de l'artère puis la pression artérielle est reliée par le module d'élasticité de l'artère, puis par tout ce qui est amortissement, donc les effets visqueux alentour de l'artère. Donc, il faut comprendre que ces deux paramètres-là sont différents d'une personne à l'autre, mais en plus de ça, pour une personne donnée, ils vont changer dans le temps, parce qu'on a des effets, là, quand on vient mesurer en périphérie, on a des effets de musculisme, de smooth muscle contraction, fait que ça vient modifier ces paramètres-là. Donc, ce n'est pas surprenant que quand on vient mesurer l'amplitude du PPG et des changements de pression artérielle pour différentes procédures, si on veut, on peut voir en fait quand on écrit une vasodilatation, on a une corrélation qui est inverse, qui est assez normale. Par contre, quand on vient faire un challenge mental, là, on a une corrélation qui est positive. Donc, finalement, c'est aucunement corrélé. Donc, ça ne devrait pas fonctionner. Mais pourtant, on voit des articles comme ça où on a une corrélation, le cuffless versus un brassard. Corrélation parfaite. Ça, c'est en 2024. C'est cette année. Mais je veux mettre l'emphase sur le point, c'est one point calibration. Donc, on a besoin d'une calibration. Ce qui se passe en fait, c'est que dans la littérature, il y a un gros problème en ce moment. C'est que la représentation des résultats peut porter à croire, en fait, à tort que les méthodes post-wave analysis ou post-trend time fonctionnent. Donc, si on regarde de cette manière-là incorrecte, et comme on vient de le voir à la slide, on peut voir une très bonne corrélation entre le cuffless et le cuff. Puis ce qu'on peut voir, c'est que la corrélation est créée par les différences de pression artérielle entre chaque sujet. Puis, puisqu'on calibre avec un brassard, on vient comparer un brassard avec un brassard initialement. Quand on vient regarder là, un sujet en particulier, lorsqu'on regarde les changements de pression artérielle, le cuffless est aucunement capable de suivre ces changements de pression artérielle. Donc, la bonne façon de représenter ça, en fait, si on a un device qui est calibré, comme tout le monde sait, finalement, on a besoin de se montrer est-ce qu'on est capable de montrer des changements de pression artérielle par rapport à la calibration. Comme on peut voir, mais ça, en fait, c'est un modèle qui ne simulait aucune corrélation. On va voir aucune corrélation. Un autre problème dans la littérature, c'est que des fois, c'est des compagnies qui testent leur propre device. Donc, ici, là, on peut voir une corrélation R-square de 0,99. Je vous garantis, si vous avez deux brassards, vous les partez en même temps, vous n'aurez jamais ce R-square. C'est carrément des résultats qui sont biaisés par les compagnies. Ça, c'est un autre problème. Donc, ici, un autre exemple, en fait, du cofondateur et du CTO de la compagnie Actia qui vient tester son propre device. C'est peut-être pas autant triché que l'autre devant, mais quand même, on pourrait porter à croire que le device fonctionne relativement bien, des bonnes corrélations. Par contre, lorsqu'on vient voir des chercheurs indépendants qui testent le même device, là, on peut voir à quel point le cuffless versus le vrai brassard, à quel point on n'est pas capable de suivre les changements de pression artérielle qui sont vraiment importants. Le light dip est quelque chose qui est ultra important pour le diagnostic de l'hypertension. Puis, encore pire ici, quand on vient donner des médicaments, à partir du cuffless, on n'a aucun changement de pression artérielle. Donc, on en donne plus. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pas
pense que ah, il y a aussi Microsoft, en fait, qui ont fait une grosse recherche d'envergure. Euh, Puis, en fait, depuis cette étude-là, on a totalement lâché les études sur le corps. Je pense que ça part, mais en gros, c'est une étude où on étudie la pression artérielle sur 24 heures. On avait plus de 1000 participants. Donc, ça, en tout cas, dans mon domaine, on ne voit jamais ça. Il faut pas avoir l'argent de Microsoft pour pouvoir faire ça. Ils ont installé tous les devices possibles Coffless sur les participants. Ils ont testé tous les machine learning models possibles. Puis, on testé par rapport à un baseline model. Ça, le baseline model, c'est principalement, c'est l'équivalent d'utiliser la calibration initiale pour prédire la pression artérielle sur 24 heures. Puis, ben, comme leur machine learning model, comme dans la littérature, on utilise de la base de données pour entraîner. Les résultats sont assez impressionnants. En fait, on peut voir que le meilleur couplet model, l'erreur d'estimation de la pression artérielle, est probablement très grand, puis il est tout aussi grand que si on avait juste utilisé une calibration initiale pour prédire 24 heures. Donc, en gros, il n'y a aucune valeur ajoutée à portée du coffre. Donc, je pense que ça résume pas mal bien pourquoi la European Society of Hypertension a dit utilisez pas ces démons. Donc, ça, c'est comme la première partie de mon talk. Puis, en fait, j'ai tout le temps besoin de justifier qu'est-ce que je fais en complet. Puis, tout le monde me dit, ben, il y en a dans la littérature, ça fonctionne, mais non, ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première. Deuxième partie, mais là, je vais parler un peu plus de mes travaux. Donc, la oscillometric finger pressing. Là. Comme j'ai dit, j'avais travaillé sur cette méthode-là au poste. En fait, l'idée, c'est d'utiliser la technologie en arrière des brasseurs automatisés. Donc, juste pour vous rappeler, là, pour ceux qui sont moins familiers avec comment ça fonctionne, là, donc ici, on a la pression dans le brasseur en fonction du temps. On peut voir qu'on gonfle le brasseur, puis on dégonfle. Ce qui est important, c'est qu'on vient mesurer les oscillations de volume dans le brasseur. Puis en utilisant les oscillations de volume ou l'enveloppe des oscillations de volume, on construit ce qu'on appelle un oscillogramme. Puis on obtient un truc qui est du genre gaussienne, puis ça, c'est dû aux propriétés non linéaires de la rigidité des artères. Sans entrer trop en détail, on peut développer des algorithmes qui sont capables d'estimer la pression systolique, diastolique et la pression moyenne à partir de ces oscillogrammes. Puis bien, ça a été trouvé, ça fait très longtemps que l'oscillométrie est utilisée pour mesurer la pression artérielle. Donc, nous, l'idée, en fait, c'était de transposer cette idée-là du brassard, mais de venir le faire sur un smartphone. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on vient mesurer à la place la pression artérielle à l'artère du bout. Puis, l'idée, c'est qu'on vient utiliser un PPG Force Sensor Unit. Donc, on vient mesurer là, les oscillations de volume via PPG, puis la pression externe à l'artère via le capteur de force. Donc, on a vraiment les mêmes mesures qu'un brassard. Par contre, la grande différence, c'est que là, on devient demander à l'utilisateur de lui-même appliquer la pression externe sur son artère. Puis, tranquillement, avec un guide visuel sur le smartphone, il est capable de tranquillement appliquer la pression sur son artère. Puis, en faisant ça, à la fin, on est capable de bâtir un oscillogramme et utiliser les mêmes algorithmes que les brassards pour calculer la pression artérielle. Il faut comprendre que ces PPG Force Sensor Unit-là n'existent pas encore. Les téléphones. Là, il faut convaincre Apple. Mais c'est des sensor units, en fait, qui seraient facilement intégrables. Il faudrait juste justifier la valeur ajoutée à Apple. Pas moi qui vont partir les compagnies de smartphones. Mais, donc, ça pour dire, là, je skip vraiment des étapes, mais je vous présente les résultats finaux. Là, puis, on a testé plusieurs algorithmes qui sont des algorithmes typiques de brassard. J'en skip, mais quand on fait la moyenne de ces algorithmes-là, ben, quand on regarde la pression, si on veut calculer le cordless via le téléphone versus un corps, on peut voir une très bonne corrélation entre la pression calculée et la pression dans le brassard. Par contre, on a triché un peu dans cette étude. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les points à l'envers. Plus qu'on vient mesurer la pression artérielle au niveau du doigt, en fait, on peut tricher et puis utiliser la pression hydrostatique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient lever là, donc on diminue la pression artérielle au niveau du doigt, puis là, on descend, puis on vient augmenter la pression artérielle au niveau du doigt, ce qui vient nous créer notre espèce de grand range de pression artérielle. Donc, ce n'est pas un range qui vient qu'on a testé les gens hypertendus, des personnes souffrant d'hypertension, puis des gens qui ont l'hypotension. Donc, c'est vraiment comme on a triché un peu. Puis, ce qu'on s'est rendu compte dans des études subséquentes, en fait, c'est que lorsqu'on vient tester des gens qui ont un pulse pressure, donc ça, c'est la différence entre la systolique et la diastolique. Donc, c'est un range-là. Quand le range augmente, ce qui est vraiment typique en hypertension, en fait,
Mais on peut voir qu'on commence à vraiment sous-estimer la pression artérielle. Notre hypothèse en arrière de ça, c'est que la viscoélasticité dans les artères du doigt est beaucoup plus élevée que ce qui est dans l'artère brachiale, finalement. Donc, nous, on utilise des algorithmes qui n'ont pas été faits pour le doigt. C'est ça, en gros, le problème. Donc, le problème de large pulse pressure. Donc, en gros, pour valider notre hypothèse, c'est qu'on a développé un modèle là, qui représente une propriété viscoélastique du doigt. Puis, utilisant ce modèle-là, on a pu simuler là, différents ranges de pression. J'ai skippé beaucoup d'étapes quand même, là, mais le takeaway, c'est qu'en gros, si quelqu'un a un large pulse pressure, il y a des artères très viscoélastiques, on peut sous-estimer la pression systolique d'environ 40 mm de mercure. Ce qui explique pourquoi la pulse pressure était largement sous-estimée. Donc, c'est là qu'on en est pas mal pour le smartphone-based blood pressure monitoring. En gros, la viscoélasticité va être un problème. C'est ce qui limite la précision pour l'instant. Par contre, si on peut développer des algorithmes qui sont spécifiques aux doigts, ben là, en fait, je pense que d'aller vers cette méthode-là, c'est une façon d'augmenter l'accessibilité de la pression artérielle pour tout le monde, parce que tout le monde a des smartphones dans la poche. OK. Donc, ça, c'est la première partie. Une dernière partie sur la mesure de pression artérielle, en fait, c'est mes travaux précédents sur le pulse wave analysis. Là, j'ai comme passé 10 minutes à dire que ça ne marche pas partout. Je dois comme platiner un peu et vous expliquer ce que j'ai fait de différent. Dans le fond, l'approche initiale est relativement similaire. On utilise un ECG, un PPG pour mesurer la pression artérielle à partir d'un réseau de neurones. Ça, c'est très similaire. La grande différence, c'est qu'au lieu d'estimer systolique et diastolique directement, on estime la forme d'onde complète de la pression artérielle. L'hypothèse en arrière, c'était que si on vient estimer la dynamique de la pression artérielle, on serait plus précis lorsqu'on viendrait extraire la systolique et diastolique. Ça, c'est un. Deux, c'est que j'ai développé un modèle, en fait, qui vient estimer l'incertitude de notre modèle. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir une mesure discrète de pression artérielle, on a une probabilité de pression artérielle. Puis l'idée en arrière de ça, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas une mesure directe de la pression artérielle, on pourrait au moins dire, ah bien là, notre mesure est très incertaine, ne considérons pas ces mesures. C'est ça l'idée en arrière. Je pense que la plus grande différence par rapport à ce qui se fait en Cuffless, c'est que je suis venu développer des modèles qui sont spécifiques à chaque individu. Donc, on vient vraiment entraîner un modèle pour chaque individu comparé à ce qui se trouve dans la littérature où on utilise des bases de données pour entraîner des modèles. Donc, l'idée générale de notre approche, en fait, c'était de remplacer le MAPA. Le MAPA, c'est la mesure ambulatoire de pression artérielle. Donc, l'idée, c'est le MAPA, pour ceux qui ne connaissent pas, on vient mesurer la pression artérielle à tous les 20 minutes avec un brassard. Donc là, l'idée, c'est que pour faire ça, bien, généralement, on commence chez le médecin, puis 24 heures plus tard, on retourne chez le médecin. Donc là, l'idée, c'est que nous, on se disait, bien, au lieu de ça, quand on va chez le médecin, on vient installer notre capteur sur nous, mais aussi, on vient mesurer la pression artérielle pendant quelques minutes avec un brassard au doigt, donc on a la forme d'onde complète. Après quelques temps, bien, là, on peut aller vivre notre vie quotidienne, puis, mais sans le brassard, puis revenir le lendemain, par exemple, pour reconnecter un peu de données. L'idée, c'est qu'on peut utiliser les données avant et après pour entraîner notre réseau de neurones, puis retrouver quelle était la pression artérielle sur notre 24 heures. Puis aussi, bien, l'incertitude associée à ces valeurs. Donc, plus précisément, là, quand même, on n'a pas commencé. Notre preuve de concept s'est faite sur la vie quotidienne durant le jour. Donc, on avait des données sur 6 heures, puis on avait développé une procédure de 15 minutes avant et après. L'idée dans cette procédure-là, c'était de demander aux gens de se lever, de faire des transitions, de marcher, de faire Valsalva, de faire des opérations de serrage. Puis vraiment, l'idée en arrière de ça, c'était d'aller collecter des données, un bon range de pression artérielle. Comme on ne voit pas très bien, en fait, là, mais la procédure, finalement, trouve un spectre de pression artérielle qui est plus large que ce qui est vu dans la vie quotidienne. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est qu'on veut des données riches pour entraîner le modèle spécifique à chaque individu. C'est là la grosse différence avec ce qui se fait sur la littérature, c'est que là, on a vraiment un range de pression artérielle qui vient de cette personne-là, et non un range de pression artérielle qui vient de Paul et Jacques. Donc, je vais vous présenter rapidement là, les résultats de cette étude-là. En fait, là, rapidement, on peut voir ici que la capacité du modèle à s'adapter et à prédire différentes formes d'ondes fonctionnait plutôt bien.
Ici, là, on a un sujet représentatif, donc la pression artérielle sur 6 heures, où on peut voir là, le systolique et la diastolique qui étaient extraits de la forme d'onde. Puis on peut voir là, qu'on est capable de suivre ces changements de variation ou les variations de pression artérielle durant la journée. Puis finalement, on a analysé les résultats en termes d'activité de la vie quotidienne, donc assis, debout, puis durant la marche. Donc ici, on peut voir l'écart type de l'erreur pour les différentes activités, puis le AMI ou le Universal Scanner. Dans le fond, c'est l'écart type acceptable pour des brassards pour se rendre sur une marche. Comme on peut voir, mais ça fonctionne relativement bien pour assis et debout. Par contre, lorsqu'on vient dans la marche, ça ne fonctionne plus très bien. Mais là, il faut se rappeler que le modèle initial n'estime pas seulement la pression artérielle, mais aussi ce qu'on appelle l'intervalle de prédiction ou l'incertitude associée aux mesures. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est qu'on est venu utiliser notre incertitude, puis on a mis une limite sur l'incertitude. On a dit si la valeur est plus incertaine que 8 000 mètres de mercure, on l'enlève de notre base de données. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en faisant ça, on vient diminuer l'erreur d'estimation de la pression artérielle pour toutes les activités, même que pour la marche, on devient proche de ce qui est acceptable. C'est sûr que ça a une conséquence quand même, on enlève des données. Donc, on peut voir qu'on garde environ 70% lorsqu'on est assis puis debout, puis environ 25% lors de la marche. Donc, c'est pas parfait, mais tout de même, ça prouve quand même le point. C'est que l'idée, c'est qu'on peut utiliser l'incertitude pour garder seulement les bonnes données, les données de qualité pour faire des diagnostics. Dans le cas des cas, il y en a juste pas de données. Donc, où c'est qu'on s'en va avec ça? L'idée, en fait, c'est de partir par rapport à ce projet-là, donc sur nos points forts et les faiblesses. Donc, en gros, j'espère que je vous ai convaincu qu'avoir la forme d'onde, l'incertitude, puis d'avoir des modèles par individu, c'est vraiment la solution à avoir une mesure en continu de la pression artérielle. Par contre, ce que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'un brassard au doigt coûte environ 40 000 US. Donc, c'est sûr que ça peut limiter l'adoption de la méthode. Puis, de l'autre côté, la procédure est relativement complexe. Donc, ça pourrait limiter aussi, dépendamment des différentes populations qui seraient à mesurer. Je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui peut faire des brassards. Donc, l'idée, en fait, ce que je propose, moi, c'est de passer vers ce que j'appelle semi-costless. Peut-être que costless, oui, on est parti avec une idée de rêve, on va avoir toutes des smartwatches qui vont mesurer la pression artérielle en continu. C'est peut-être pas le cas. D'y aller semi-costless, je pense qu'on va avoir de quoi qui est vraiment continu et précis. Donc, l'idée, en fait, c'est de développer comme l'équivalent d'un mini brassard au niveau du poignet qui intègre des capteurs portables aussi à l'intérieur. Il y a des combinaisons de oscillométrie puis de tonométrie. En théorie, on serait capable d'extraire la forme d'onde de la pression artérielle sur des segments d'environ 30 secondes. Donc, en ayant ça, en fait, on peut se débarrasser du brassard au niveau du doigt, donc on vient réduire le coût. Puis, finalement, l'idée, en fait, c'est de venir utiliser cette espèce de device-là de façon opportunistique. Donc, si on vient, lorsqu'on a des changements de pression artérielle, on vient faire un nouveau squeeze, on vient collecter des nouvelles données, là, au lieu d'utiliser une procédure qui est fixe, on vient utiliser la pression artérielle de la vie quotidienne de chaque individu pour aller chercher son range de pression artérielle à cet individu-là. Puis finalement, avec ces mesures opportunistiques-là, on est capable d'entraîner nos modèles qui sont spécifiques à chaque individu. Donc, on aurait là notre forme d'onde en continu durant la vie quotidienne. L'idée en arrière de tout ça, ce serait d'être capable d'extraire vraiment la vraie pression artérielle, donc le vrai profil de pression artérielle chez une personne. Donc, on peut parler du beat by beat, on pourrait parler sur 24 heures, puis même si on rêve, en fait, on pourrait parler sur 1 an. Ou en fait, mon hypothèse est que le device, sur le long terme, serait capable d'apprendre la pression artérielle de la personne, puis on n'aurait plus besoin de squeezer. Donc, on tendrait vers du costless sur le long terme. Mais ça reste à valider. Donc, un autre avantage d'avoir la forme d'onde, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de s'en tenir à la pression artérielle, mais on pourrait tendre vers des trucs comme la rigidité artérielle puis la pression centrale. Puis en passant, la pression centrale est démontrée d'être beaucoup plus corrélée avec le risque cardiovasculaire. C'est juste que mesurer la pression dans le cœur, c'est assez compliqué. Mais il y a quand même des méthodes non invasives qui existent pour faire ça. Puis, la tonométrie par applanation, mais ça prend quand même un opérateur expert qui vient positionner son capteur pour extraire la forme d'onde de la pression radiale. Puis, via une fonction de transfert, on est capable de retrouver la pression centrale.
Donc, moi, ce que je dis, c'est que peut-être que sur le long terme, en fait, avec l'appareil sans brassard, on serait capable d'avoir ça, mais en continu. Donc, on serait vraiment capable d'avancer les connaissances sur l'importance de la pression centrale, mais sur du plus long terme. Puis, d'un autre côté, c'est qu'en ayant la forme d'onde, il y a des algorithmes qui existent pour extraire le cardiac output, donc le débit qui sort du cœur, en fait. Puis, en insuffisance cardiaque, en fait, de monitorer le cardiac output serait vraiment important. En fait, il y a des chutes de cardiac output qui se créent à un problème. Donc, on pourrait venir là, préparer, par exemple, des diuretics de façon préventive là, pour éviter qu'il y ait toute hospitalisation. Bon, pour la partie cuffless, ça conclut. Our cuffless blood pressure devices ready for prime time. No but, I would say there's hope. Donc, le semi-cuffless, c'est probablement une approche qui pourrait tendre vers avoir un profil de pression artérielle en continu. Puis, d'un autre côté, ben, c'est pas tout le monde qui va avoir ces devices-là initialement. Donc, si on peut avoir une mesure de pression artérielle sur notre téléphone qui nous dit hey, il y a peut-être un problème, ben là, par la suite, on pourrait tendre vers le device qui est un peu plus sophistiqué. Hein? Il y a du stock. Fait que là, il me reste à parler du device pour réduire les chutes de pression artérielle. Donc là, ça fait pour moi le tour de la mesure de pression artérielle. Puis, ben, en fait, je suis ouvert à travailler sur différentes applications. En fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est qu'un coup qu'on a le device, un des problèmes du machine learning, c'est qu'on est tout le temps limité avec notre training dataset. Plus on teste dans différentes occasions, différents case scenarios, on va pouvoir développer un device qui est beaucoup plus applicable à différentes applications. OK, donc l'actionneur intelligent. Pour les gens qui sont un peu moins familiers avec l'hypotension orthostatique, en fait, ça vient du fait que lorsqu'on a un changement de posture, on a une redistribution là, du volume de sang dans le corps qui va se ramasser en fait dans les jambes. Puis, si c'est une personne en santé, en fait, on va avoir des mécanismes compensatoires pour pouvoir remonter ça. Puis, on peut voir là, finalement que pour une personne seule, on a la chute, mais on retourne à la normale par la suite. Par contre, quelqu'un qui souffre d'hypotension orthostatique, les mécanismes compensatoires sont plus capables de compenser assez. Puis, on peut voir que la réduction, la chute de pression, en fait, se fait, qu'elle peut même continuer jusqu'à temps qu'il y ait une perte de conscience. Donc, cette perte de conscience-là, en fait, c'est un risque qui est très élevé chez les aînés. Hein. Ça représente 20 des gens de 75 ans qui souffrent de ce problème-là. Lorsqu'il y a une syncope, donc une perte de conscience, 35 se résultent en blessure. Ça représente quand même 6 des hospitalisations au Canada. Puis, ben, le taux de décès de ce problème-là, après 2 ans, est 25 c'est non négligeable. Et c'est pourquoi c'est encore pire pour les gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque. En fait, les gens qui sont en hôpital, en train d'être traités, ça peut monter jusqu'à 80 des gens qui souffrent d'hypotension orthostatique. On n'ira pas trop en détail dans le schéma, là, mais ça, en fait, c'est un schéma bloc qui montre la prise de décision de la médication pour les gens en insuffisance cardiaque. Ce que je veux mettre en évidence, en fait, c'est qu'à chaque étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on réduit la médication. On réduit la médication jusqu'à temps que les gens soient capables de se lever debout et d'être un peu autonomes. Donc, en gros, le problème, c'est qu'on reduce life-saving drugs. Donc, on traite moins bien l'insuffisance cardiaque pour être capable de ne pas souffrir d'hypertension orthostatique. Donc, en fait, moi, ce que je propose, c'est une solution mécanique. Donc, on vient garder nos médicaments, mais là, on vient agir mécaniquement sur le corps humain pour minimiser ces chutes de tension. Donc, ça, c'est le Second Heart. On avait travaillé sur ce device-là initialement là, à l'University of Waterloo. Puis l'idée, en fait, c'est de limiter là, ce qu'on appelle l'effet de pompage des muscles. Donc, on vient vraiment squeezer les veines pour remonter le sang vers le cœur. Le fonctionnement du Second Heart est relativement simple. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un ECG, en fait, pour ce device-là. Puis, on vient à chaque battement cardiaque faire une compression. Donc, on s'entend que si on veut squeezer pour chaque battement cardiaque, c'est pour ça que le Second Heart fait un squeeze de bas en haut sur 0,2 secondes. Donc, c'est un squeeze qui est vraiment rapide. C'est pas comme le genre de device qu'on peut acheter sur le marché. Sur le marché, ce qu'on a, c'est des temps de compression de 4 secondes, une fois par minute. Donc, c'est pas le même genre de device. Ce device-là ne pourrait pas
agir contre l'hypotension orthostatique qui est beaucoup trop rapide pour. Donc, on a déjà démontré, en fait, que le Second Heart a le potentiel là, de réduire les chutes de pression chez les personnes aînées. En fait, ici, on peut voir qu'on a une réduction de la chute de pression, puis ce qui est encore plus important, c'est qu'on a une récupération qui est normale de ce qu'on porte ce device-là. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on pense un sit-to-stand. Un autre affaire important, c'est qu'on a mesuré le débit sanguin qui va au cerveau, puis on peut voir qu'on peut maintenir le brain blood flow, ce qui est vraiment important finalement, parce que c'est ça qui cause la perte de conscience. Donc, le device fonctionne. Le truc, c'est qu'on crop la figure comme on veut. Hein. Mais en vrai, là, le Second Heart est branché sur un machine qui roule dans le coin du dash. Donc, il y a vraiment un problème de portabilité, en fait, pour l'instant. Puis de l'autre côté, on a le scientifique qui pèse sur le bouton et qui part la machine quand c'est nécessaire. Donc, il y a vraiment un problème de détecter les chutes de pression quand c'est nécessaire. Puis c'est un peu là que mon programme de recherche s'en va. Donc ici, c'est un concept initial qu'on allait présenter, mais en gros, l'idée de base, c'est qu'on peut avoir un setup qui utilise des moteurs, qui est plutôt électromécanique, qui est connecté à des bandes. Puis l'idée, c'est relativement simple. Lorsqu'on vient faire tourner le moteur, on tire sur des bandes qui viennent appliquer la pression sur les bandes. C'est relativement simple. Donc, on a vraiment un système électromécanique qui n'a pas besoin d'être branché. Grâce à un premier mandat interne, en fait, on a pu développer un premier prototype de ce style-là, en fait. Donc, ça ressemble à ça. Puis, Pedro d'Orléans juste, il m'a dit, tu devrais arrêter d'utiliser des jambes qui ont la gangrène. Y a-t-il des creusets le pied? C'est pas ça c'est une limitation des logiciels 3D là, qui fait qu'il y a des petits points partout, mais on n'a pas été capable d'enlever la gangrène. On n'était pas capable de changer la couleur. Fait que là, T'as pas de nylon noir. Donc, peut-être mettre l'emphase sur le device, c'est portable et relativement gros encore, mais pour un premier prototype, on ne voulait pas sacrifier la performance pour le poids tout de suite. Je pense qu'on veut sacrifier le poids sur le long terme, un coup qu'on sait vraiment c'est quoi les paramètres de compression qu'on a besoin d'avoir, puis il y a d'autres façons de minimiser la masse. Donc, les prochaines étapes, en fait, là, on est en train d'assembler le prototype. Puis ce que j'aimerais vraiment, c'est d'aller valider là, sur une population en insuffisance cardiaque. Donc, on peut penser à faire ces tests-là dans des tilt table tests qui seraient relativement sécuritaires là, pour des patients. Donc, on serait soutenu dans la table ou on pourrait penser à refaire là, des sit-to-stand transitions, puis de mesurer justement ces variations de pression artérielle avec puis sans le device. Moi, mon hypothèse, en fait, c'est que les gens en insuffisance cardiaque qui souffrent de orthostatic hypotension va être encore plus prominent chez cette population-là, en fait, parce que ça, c'était les personnes aînées saines. Puis déjà, on voyait une différence. Donc, d'après moi, plus tu as un problème avec ton système cardiovasculaire, plus le device va être efficace. Sur le plus long terme, là, on veut quand même développer un device qui est portable. Il faudrait être capable de marcher avec. Donc, il y a une idée de minimiser la masse sur le long terme. Puis une des façons de faire, c'est d'augmenter l'efficacité. Si on est efficace, on a besoin d'appliquer moins de pression. Donc, on peut être plus petit dans nos composants. Donc, juste rapidement, parce qu'on a fait des études là-dessus, ici, on a le débit sanguin en fonction du temps. Donc, ça, c'est notre série dans l'artère fémorale. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la compression se passe de façon assez rapide, mais on pourrait choisir un différent timing dans cette espèce de battement cardiaque-là. Donc, ici, ce qu'on avait testé, c'est les différents débits sanguins résultant de différents compression timing. En gros, ce qu'on peut voir, c'est que le timing optimal pour chaque individu est différent. Donc, le comportement est différent. Puis aussi, dans le premier 30 minutes, puis dans le deuxième 30 minutes, le timing optimal n'était pas le même. Donc, ça change dans le temps. Donc, on n'a pas de solution nécessairement pour ça pour l'instant, mais l'idée, c'est que si on est capable de suivre tout le temps le timing optimal, si on peut avoir un gain de quoi, peut-être 20-25 ça, c'est du débit sanguin, donc on ne parle pas de pression artérielle, mais on peut s'imaginer que ça se transpose quand même. Donc, si on a une augmentation de 20 du débit sanguin, on pourrait penser à une réduction de 20 de la masse qui est vraiment non négligeable pour ce poids de device-là, en ce moment, qui est à peu près le poids d'une botte de construction, ce qui est quand même déjà pas si mal.
Donc, une des approches, en fait, qu'on avait testées, c'est ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc, c'est une partie de l'intelligence artificielle, en fait, qui fit plutôt bien avec notre problématique. En fait, là, si on peut voir, en fait, nous, on a le système cardiovasculaire qui interagit avec un certain ordinateur qui, lui, tente de trouver le timing qui vient maximiser le débit sanguin. Donc, l'architecture déjà de reinforcement learning fit bien avec notre problématique. Puis, ce qu'on avait fait, là, c'est en simulation. Donc, je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails, mais en gros, avec simulation, l'avantage, c'est qu'on a accès au timing optimal, ce qu'on ne sait pas chez les personnes. Puis, ben, en testant différents paramètres d'apprentissage machine, ce qui est intéressant de voir ici, on a le débit sanguin en fonction du temps. On peut voir qu'on tend toujours vers le timing optimal. Donc, quand même, d'utiliser cette architecture-là fait quand même du sens, semble trouver de l'optimalité. Ben, comme je vous dis, ça, c'est quand même sur le long terme pour minimiser la perte. Donc, en gros, pour conclure cette partie-là, ben, on pense que la fonction de minimiser les chutes de pression est relativement bien démontrée. Par contre, le device est très limité en termes d'applicabilité en ce moment. Donc, ce qui nous reste, c'est d'améliorer la portabilité, soit via la compression intelligente et des systèmes électromécaniques. Puis d'un autre côté, ben, la détection des chutes de pression, on ne veut pas commencer à appliquer de la pression tout le temps, il faut seulement le faire lorsqu'on en a besoin. Puis même en termes de masse, ben, si on presse juste quand c'est nécessaire, on a une plus petite batterie. Ça, c'est le sommaire global. On tend vers la fin, c'est bon. Donc, en gros, l'appareil Cuffless, je le mets de paramètres hémodynamiques parce qu'on a vu qu'on n'a pas seulement la pression artérielle, mais on aurait probablement les rigidités artérielles, on aurait probablement le cardiac output, stroke volume. Donc, tout ça pourrait nous aider autant pour l'hypertension que l'hypotension, mais aussi en insuffisance cardiaque pour monitorer l'état des patients. Puis, côté compression intermittente, on a quand même un bon overlap là, avec ce device-là, mais on peut voir aussi ces devices-là pourraient être utiles en angine de poitrine, même en maladie artérielle périphérique. Donc, on vient pratiquement couvrir tout le spectre des maladies cardiovasculaires. Il nous reste un petit 14 minutes après ça. Comme j'avais dit, dans le fond, ce que je proposerais, c'est que je vais te laisser gérer les périodes de questions, la période de questions, mais je pense que c'est ce qui est moi aussi, tiens, comment je me suis dit. Mon message d'entraide, c'est ne dépensez pas votre argent pour les devices actuels, attendez que je vous dise c'est bon. Ça au moins tout à fait. En gros, tout ton principe, en fait, c'est que tu essaies de voir qu'est-ce qu'on peut faire à part le Cuffless. Et tu as bien dit, donc, celui avec K a été validé, ça donne quelque chose de corrélé avec la vraie pression, ce qui est une transfert de pression dans le système cardiaque. Ben, Dans le fond, c'est ça que tu essaies de faire, le coffre. Celui avec coffre, c'est pas vraiment la vraie pression dans le système cardiaque non plus. Ben, non, mais c'est ça. Ben, c'est sûr que le brassard, le brassard automatisé, dans le fond, il y a une certaine erreur associée à l'estimation, parce que c'est une estimation, ça aussi, hein, c'est pas une mesure dans l'artère. Mais celui-là est considéré correct. Mais celui-là est quand même considéré comme un gold standard dans un certain range acceptable d'erreur. OK. Donc ça, c'est notre référence maintenant qu'on peut utiliser. OK. Peut-être que ça lance ma question. Qu'est-ce que tu fais pour le syndrome de la boule blanche? Moi, ma conjointe, la minute que le médecin rentre, sa pression, elle rentre dans le plafond. Ouais. Même quand je le fais à la maison, je n'ai pas le droit d'être dans la pièce quand elle fait avec elle-même, parce que sinon, ça stresse la pression. Même juste le fait que le top commence, mis sur un random, dans le fond, qu'elle ne sache pas quand tu vas partir. Mais la minute qu'elle s'est partie, c'est comme ça que ça monte. Oui, bien, tout à fait. C'est une bonne question. Mais en fait, l'idée, c'est que, tu sais, mettons, dans l'étude qu'on avait faite initialement, avec les procédures de 15 minutes, fait que sur le 15 minutes, on vient mesurer la pression artérielle pour couvrir le range, puis par la suite, ben, on vient estimer 100 brassards sur 24 heures. Mais là, on l'a fait sur 6 heures, mais l'idée est que si tu tiens dans ton range bas, ben, en fait, tu serais capable de le voir sans le brassard. Donc oui, il va y avoir ces espèces de spikes-là initiales de stress, mais par exemple, quand tu viens utiliser tes valeurs sur 24 heures, ben, on ne devrait plus voir ces spikes-là parce qu'il n'y a plus de compression. Puis pour mon device, là, qui viendrait squeezer de façon opportunistique, ben, il reste à voir cette espèce d'effet-là va
est-ce que ça perdurerait tout le temps? Tu sais, si tu portes le device pendant une semaine, est-ce que vraiment tu vas être tout le temps, à chaque fois? Maintenant, c'est possible de les porter très longtemps. Là. Il y a des protocoles hein, pour la blouse blanche en clinique. Il y a des manières de faire pour éviter ça, en fait, parce que c'est reconnu maintenant. On donne des recommandations pour les cliniciens sur comment ils devraient faire pour ne pas avoir ces problèmes. Fait que je pense que tu auras vraiment, tu sais, il y a tout ce qu'il faut pour. Et ouais, c'est ça, ben même le MAPA, dans le fond, qui est prouvé de diminuer cet effet. Ouais. C'est pas juste l'effet de la compression, c'est vraiment. C'est l'humain. C'est l'humain, là, c'est la raison. On a Guillaume Levent en ligne. Je vais nous mettre. Guillaume, tu peux ouvrir ton micro? Oui, parfait. Vous m'entendez bien? Je vais ouvrir ma caméra aussi. Tu vas te mettre. Vous me voyez, vous m'entendez bien? C'est bon. Écoute, ben, je ne peux pas m'empêcher. Donc, vous m'entendez bien, hein, c'est ça? Oui, OK, je n'avais pas entendu votre réponse. C'est bon. Eh bien, écoute, merci pour la présentation, Cédric. Je me permets, en fait, ma question est un peu dans le même sens que la dernière de Cécile. Cécile, cela étant dit, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions si la tension artérielle de ta conjointe augmente comme ça systématiquement. Là, il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là, mais bon, ça, c'est une autre, une autre question. Ma question va quand même un peu dans le même sens, Cédric. En fait, bravo. Puis, ça prend vraiment, je tiens à le dire, des présentations comme ça. Aujourd'hui, on est juste à côté l'un de l'autre, puis je ne savais pas sur tout ce que tu faisais. Donc, vraiment très, très intéressant. Ma question, donc, rejoint, je ne sais pas si tu as vu passer, c'est une étude qui a fait quand même beaucoup de bruit dernièrement dans JAMA, qui montrait que la position du membre supérieur venait influencer de manière assez importante quand même de la mesure de la tension artérielle. Est-ce que ça, tu sais, ça a été pris en considération dans tes études ou dans les autres études où on cherche à comparer les nouvelles mesures à la mesure étalon avec Brassard? Ben, c'est une très bonne question. Je pense que un des problèmes, en fait, c'est que en ce moment, là, avec les diagnostics qu'on a besoin de faire, il faut se trouver un baseline. T'sais. Puis le baseline, c'est, ben là, il ne faut pas bouger, il faut être bien assis, il faut attendre 5 minutes pour avoir les jambes croisées. Mais on peut s'imaginer que dans le futur, si on a accès à la pression artérielle en continu sur 24 heures, ben ça devient en fait irrelevant. Parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est que ta pression artérielle soit tout le temps le plus bas possible. Là, le problème en ce moment, c'est que vu qu'on a juste des snapshots, il faut s'assurer que notre snapshot est comparable d'une personne à l'autre. Mais après ça, ce qui t'intéresse sur le long terme, c'est minimise soit en dessous de 130 mm de mercure, sinon tu as. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que si on n'a pas contrôlé la position du bras, que par exemple, au moment où on l'a pris avec le brassard, c'était dans telle position, puis au moment où on le prend avec telle autre mesure, le bras est dans une autre position, ça va venir nécessairement influencer les corrélations, les mesures de chacun. Donc, la corrélation, on va probablement sous-estimer à quel point notre nouvelle mesure est capable de bien évaluer la tension artérielle. OK, bon. Ben, c'est sûr que c'est ça, il y a deux affaires dans le fond. Je pense que pour le diagnostic, c'est une affaire, mais pour l'évaluation de la méthode, il faut s'assurer. Voilà. Donc, est-ce que tu sais si ça a été contrôlé dans ces études-là antérieurement ou le bras était. Puis là, je peux voir si on met le bras sur un bout de capteur, le bout du doigt sur un bout de capteur, le bras est probablement pas dans la même position que lorsqu'on a pris la mesure avec le brassard. Oui, donc tout à fait. En fait, le mieux qu'on pouvait faire pour ces études-là, c'était on demande d'avoir le téléphone au niveau du cœur. Puis on faisait une mesure de pression artérielle avant puis après. Puis si les gens pesaient debout, on prenait la pression artérielle debout. Mais c'est sûr qu'il y a une variation en termes de. Mais nous, on prenait la moyenne des résultats pour comparer. C'est pour ça que la corrélation peut être bonne, mais il y a certainement une grande variabilité. Oui. Puis en fait, c'est ça. Le but, c'est pas. Puis je suis entièrement d'accord sur ce que tu avances, de dire les mesures en continu vont nous permettre même probablement d'avoir des mesures plus optimales. Mais présentement, je pense que dans les études, c'est important de contrôler ce facteur-là. Puis on a probablement sous-estimé la capacité de ces nouveaux outils-là de bien évaluer la tension artérielle si on n'a pas contrôlé la position du bras. Oui, c'est un très bon point. Merci. Merci. Je me demandais, dans les modèles de prédiction que vous avez pour activer la compression au niveau du membre inférieur, avez-vous ajouté comme la possibilité pour le patient d'activer avant de se lever, même quand il est couché, tout ça? Parce que la majorité des événements se produisent avec un mouvement qui est prévu. Là.
Qu'avez-vous fait? C'est comme ça améliorerait beaucoup votre. Ben, c'est vrai, j'avoue que c'est une très bonne idée au lieu d'y aller comme première étape, au lieu d'y aller comme super intelligent, mais en fait, la personne pourrait juste l'activer. C'est un très bon point parce qu'on sait que, en fait, c'est pour ça que mon image montre la pression artérielle, mais aussi comme des centrales inertielles qui pourraient juste mesurer un changement de posture. Fait que tu n'as pas de rétroaction sur la pression artérielle, mais tu es pas mal assuré que c'est un changement de posture, tu as une drop de pression artérielle. Mais c'est vrai que ça pourrait être aussi un problème quand même. C'est un très bon point. L'idée de le faire intelligent, je pense que c'est sûr que pour l'hypotension orthostatique, c'est assez soudain. Par contre, je pense qu'il y a d'autres qui ont plus des vasovagales, mettons. Là, ça peut être un bon délai quand même. Fait que là, il faut vraiment que tu aies une rétroaction sur la pression artérielle. Mais là, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que peut-être que je mélange deux choses aussi. Là. Je pense que le vasovagal n'est peut-être pas très applicable aux gens, mettons, en insuffisance cardiaque. Fait juste un petit commentaire éditorial. J'apprécie beaucoup cette idée-là de venir combattre l'hypotension orthostatique. Puis c'est pour ça que c'est pas toujours la meilleure valeur de pression systolique d'assurer qui n'est pas toujours la plus basse. Hein, parce qu'on fait chuter nos personnes âgées avec ça. Et là, une chute, fracture de hanche, tout ça. C'est toujours un équilibre entre, je comprends tout à fait l'idée qu'on veut atteindre cette valeur-là, mais pas à n'importe quel prix. C'est mon commentaire éditorial. Oui, bien, ça, c'est un truc que je n'ai pas dit, en fait, mais ce qui nous a vraiment surpris, et pourquoi on a fait l'étude préliminaire initialement, c'est que, en fait, les personnes âgées ont apprécié se faire squeezer les jambes lors de la transition. Je ne sais pas si c'est un effet qui va perdurer, mais ça leur donnait confiance. Donc, on était quand même surpris de ce résultat-là, mais c'est un résultat qui a beaucoup de valeur. C'est un massage. Mathieu? En fait, je me posais la question sur, en ce moment, c'est un peu comme un bras de compression pendant qui pousse pendant un court laps de temps le sang. Est-ce que tu peux l'approcher différemment et éviter que le sang aille tout dans les jambes? Est-ce que le concept d'un garrot qui évite de faire une passe dans les jambes? Le bras de compression, un peu, c'est ça qui fait de base. Le gros problème de ne pas être actif, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que si tu portes des bras de compression, au bout de la ligne, ton corps va s'adapter et il va réduire le volume sanguin dans ton corps. Mais ça ne changera pas que quand tu as un changement, tu as la redistribution de volume quand même. C'est ça le problème. Mais disons que tu agis par une personne qui est couchée puis que tu viens, par exemple, comprimer juste avant le lever. Est-ce que tu as le même effet que quand il se lève, tu viens comprimer pour éviter la baisse de pression? Ben, ça serait quelque chose à valider. C'est juste que, dans le fond, c'est que tu ne veux pas prévenir. Tu veux que le arterial flow y aille, mais tu veux. Le problème, c'est de remonter le côté. C'est un mécanisme naturel, là, cette adaptation. C'est pour ça, en fait, qu'on squeeze entre le battement cardiaque. C'est que l'idée, c'est de laisser passer le côté artériel, puis un coup que c'est passé, on le remonte. Sinon, ce sera plus des affaires 3D, tes images sera vraiment de l'écran. C'est un bon point, mais ouais, c'est à cause des espèces de mécanismes compensatoires, tu ne peux pas comme juste squeezer, puis en même temps, tu veux alimenter en oxygène tes muscles. Je serais curieuse. Il y a des entraînements musculaires avec de la compression aussi. Fait qu'on ne se rend pas là. Je ne sais pas si Guillaume, c'est en lien avec la question de Mathieu. Si ce n'est pas en lien, on laisserait peut-être une autre question, Guillaume. Ah, c'était une vieille main. Ah, c'était C'était une nouvelle question, mais j'avais déjà posé la mienne. En fait, j'en avais deux, puis je ne voulais pas monopoliser tout le temps, donc laissons la place aux autres. Je vais avoir l'occasion d'aller voir Cédric à côté de mon bureau prochaine fois. Là. Moi, j'en ai, mais je peux aussi avoir d'autres moments où je harcèle avec ma feuille de papier, parce qu'on pourrait, s'il n'y a pas d'autres questions, dans le fond, on pourrait poser ta question, ça dépend aussi de l'auditoire. OK, go, Guillaume. Vas-y, Guillaume, on t'écoute. Ah, bon, écoutez, merci. Écoute, je vais rapidement parce que je vois le temps qui file. Peut-être qu'on va avoir le temps de poser la deuxième. C'est trop gentil. Je rejoins ton idée que je trouve assez intéressante puis que j'avais eu aussi pour d'autres projets plus douleurs. L'idée de dire, si on était capable peut-être de dépister
Même si les outils ne sont pas parfaits, je précise mon idée, même si les outils ne sont pas parfaits, si on est capable peut-être au moins de dépister quelques cas problématiques, puis on pourrait aller par la suite valider avec des mesures standards, est-ce que véritablement il y a de l'hypertension chez notre patient. Je trouve ça hyper intéressant comme approche. Ma question, c'est est-ce que tu sais si on a tendance à surestimer ou si ces outils-là ont tendance à surestimer ou sous-estimer? Évidemment, on préférait peut-être avoir une moins bonne spécificité et une meilleure sensibilité, donc ne pas échapper des gens qui font de l'hypertension, quitte à dire ben, finalement, toi, t'en faisais puis t'en fais pas. As-tu une idée donc là-dessus? Est-ce qu'on a tendance à surestimer ou sous-estimer avec ces nouvelles mesures-là? C'est vraiment difficile à répondre parce que tous les devices sont comme un peu différents. Fait que je pense que c'est très comme un device spécifique. Je pense que probablement que pour chaque device, on pourrait l'évaluer. Mais en fait, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on avait développé aussi une autre méthode en fait, qui permettait de faire la mesure de pression artérielle à partir d'un téléphone intelligent qu'on a dans nos poches en ce moment. Donc, je parlais de l'espèce de PPG Port Sensor Unit qui n'existe pas. Mais en fait, nous, on avait développé une méthode qu'au lieu de venir peser comme ça, on venait faire l'équivalent avec la pression hydrostatique. Donc, on venait peser notre pouce, puis après ça, on venait changer la pression interne, puis ça faisait comme l'équivalent de l'oscillométrie inverse. Là, on venait changer la pression interne au lieu d'externe. La limite de cette méthode-là, c'est qu'on pouvait seulement calculer le pulse pressure. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui étaient capables de diagnostiquer si tu faisais de l'hypertension systolique, en fait. Puis on avait quand même une bonne sensibilité là, à détecter ça. Mais ça, c'est dans Scientific Reports, je pourrais vous ramener les chiffres éventuellement, mais de façon générale, est-ce qu'on. Ça dépend vraiment comment on tune le modèle au bout de la ligne. Ouais, je peux comprendre. Puis ma suggestion, c'est peut-être celle-là. Si vous avez à le tuner, assurez-vous peut-être de le tuner pour maximiser la sensibilité, quitte à rogner un peu sur la spécificité. Oui, ben dans ce cas-là, en fait, je pense que ça serait même. Ça dépend t'es où dans le monde. Je pense que si, mettons, ici, on pourrait sacrifier un peu des false alarms parce qu'ici, on a relativement accès au brassard. Tu sais, si je te fais peur, tu vas essayer un brassard, tu es comme t'es correct, tu le fais. Versus si tu es dans des pays un peu plus sous-développés où l'accès au brassard est vraiment difficile, mais là, tu veux peut-être minimiser les fausses alarmes. C'est un très bon point. Il est 1h01. Fait que tu vois comment hein, ça Il y avait une question pour le clavardage. Je ne sais pas si vous voulez prendre 2 minutes pour qu'on y réponde. Non? J'inviterai Cédric à en prendre connaissance par elle, puis à répondre directement parce qu'il est 1h25. Fait que je me suis sûre que tout le monde peut aller. Merci beaucoup. Merci, Cédric.